Ah, t'as des questions préparées et tout? Ouais, j'ai une intro au moins. Oh, le mec, c'est un là professionnel. là là. On n'a jamais vu ça de nous dire. Jamais, never. Mais genre un professionnel, un mec qui prépare, qui fait des trucs sérieusement. Ouais, vite fait, j'ai commencé avant-hier soir. Je pense qu'il a de la famille Oh, avec en plus Chénion. il a planifié ça. Il a de la longtemps. famille avec David Chénion. Ou pas. On va mettre ça là, on le sortira le moment opportun. Exactement. Hello les pêcheurs, vous regardez Parlons Pêche, l'émission dans laquelle je questionne des pêcheurs sur leur passion, de leurs plus anciens souvenirs à leur vision de la pêche actuelle. J'ai devant moi de l'expérience, vraiment, des heures de pêche sur l'eau et en vidéo. Un petit aparté, le film Suivez le guide, je me suis revu plusieurs fois sur Orient, il était assez ouf. Les brocs dans la forêt immergée du temple, notamment, c'était canon. Idem, les vidéos de pêche sur le broc au jig m'ont fait prendre pas mal de brocs sur ma rivière d'enfance, qui est le Loir. Donc deux personnes assez influentes dans ce vaste monde de la pêche en France. L'un a un prénom canon, bien années 80, Merci. et que je partage. La devise de son métier, c'est sauver ou périr, et ce métier, il le pratique à Paris, donc chapeau. Il représente la marque Florida Fishing en tant que team manager et conseiller technique, surtout conseiller technique, et adore pêcher broc et black bass, notamment au jig. Salut Cyril Martinez. Salut. Hello. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. L'autre est un des guides les plus connus et réputés pour son professionnalisme en France. Il gère un domaine magnifique depuis 2013. Tu me dis si je me trompe. Le Moulin de Sauvage, je me suis trompé. Depuis 2014. Depuis 2014. Et ouais, alors pas gère, mais en tout cas, je travaille au moulin depuis 2014. Voilà. Je m'occupe de la partie pêche. Merci pour la rectification. Le Moulin de Sauvage est guide donc principalement sur le superbe parcours du moulin et sur les lacs de forêt d'Orient, mais pas que. Il va partout en France et dans le monde aussi. Exact. Il représente la team Gunky Ilex. Hello, Vincent De Bruyne. C'est moi. Hello Cyril. Salut. Donc les gars se connaissent pas mal, ça déconne pas mal en coulisses, je sais pas si vous l'aurez vu, mais ça déconne pas mal. Je parlerai pas de ce qui s'est passé entre eux ce matin, mais voilà, ça reste entre eux. C'était intense, c'était bien. Et j'ai surtout hâte de parler pêche avec eux. Donc l'idée de cette interview, c'est de parler beaucoup d'émotions, de vos souvenirs de pêche. En fait. Mais attends, je te coupe. Vas-y. On vient pour parler pêche là? Ouais, on va parler pêche en fait. Ouais. On va y aller. Hein. On va y aller direct quoi. Ok. Non. Tu voulais parler chocobon, non ou Oui, exactement. Donc ouais, vraiment, je pense que les premiers souvenirs sont hyper importants. Ça révèle un peu notre passion. Et souvent, moi, j'essaie d'introduire, avant que vous en parliez, par un de mes premiers souvenirs. Donc là, j'en ai un. Pour se situer, on est sur le Loir, donc à côté de Châteaudun, avec mon père dans une barque en bois. On s'ancre. Et à l'ancienne, donc c'est avec un poids et une chaîne. On pêche le gardon en faisant des coulées, on fait des gardons, tout ça. Et puis au bout d'un moment, on n'a plus de touche, donc on va aller commencer à pêcher le carnassier. Et là, je me rappelle d'un truc qu'on appelait le départ, donc c'est-à-dire qu'on pêchait au vif, évidemment à l'époque, avec le flotteur qui coule. Voilà, le flotteur qui coule, un peu d'adrénaline. Exactement. Et mon père que je vois se lever, ferrer, enfin voilà, c'est un souvenir qui a été assez marquant pour moi. Donc si je commence par Vincent, est-ce que tu peux me parler de tes premiers souvenirs de pêche? Où c'était, avec qui c'était, quel poisson, quel matériel? Ouais. Mes premiers souvenirs de pêche, mes premiers pas à la pêche, c'était pendant les vacances, tu vois, avec la famille, en fait, avec mes parents et mon oncle et ma tante et mon cousin et mon frère et tout ça. Ok. C'était où, du coup? Et c'était vers Pont-de-Salars, tu vois, dans le sud de la France, sur des vacances d'été, quoi. Et puis il y avait des gens qui pêchaient au cou, ça m'avait un peu intrigué. Et puis mon oncle pêchait un petit peu, donc c'est né de là, quoi. Ok, t'avais quel âge, du coup, tu te rappelles? Je dois avoir, je sais pas, 7-8 ans, quelque chose comme ça, quoi. Ok. Et puis ensuite, tout bêtement, j'ai accroché au truc. J'ai voulu essayer, et c'est mon père qui m'a emmené dans le plan d'eau de son entreprise, en fait, au départ. Où on n'attrapait rien. Toujours dans le sud ou Non, là dans l'Oise. C'était fini les vacances, on est remonté dans le sud. Tu viens de l'Oise du coup, c'est ça? De l'Oise, exactement. Et à 10 ans, en fait, c'est vraiment à 10 ans où j'ai commencé à aller à la pêche, où mon père m'a emmené, alors qu'il n'est pas pêcheur, je veux dire, à part mon oncle qui pêche dans la famille, personne pêchait, quoi. Et du coup, il m'a accompagné, m'a emmené un petit peu quand il avait le temps, et mon grand-père aussi, parce qu'ils avaient envie pour être gentils avec moi, quoi, tu vois. Transmission, quoi. Voilà, pas transmission, non, parce qu'ils pêchaient pas, c'était juste pour dire, c'est son loisir, on l'emmène, on le pose, et il se débrouille, quoi. Et puis... Tu te débrouillais, du coup? Bah ouais, je te dis, au début, on n'attrapait rien. Ouais. Et puis un petit peu, puis après, tu te prends au jeu, puis après, mon oncle et mon cousin, ils s'y sont mis, on est partis tous ensemble. Puis après, on arrivait à l'âge où on était capable d'être tout seul au bord de l'eau. Puis là, à partir de là, ça a fait que s'empirer jusqu'à maintenant, 40 ans, guide de pêche et avoir fait ça que de sa vie, quoi. Voilà, exactement. C'est ça. Ok, merci beaucoup, Vincent. Cyril, tu regardais Vincent avec des yeux de passionné. Ouais, c'est l'amour. Ça n'a rien à voir.
Tes premiers souvenirs à toi, je suis sûr que c'est un peu plus dans le sud que dans l'ouest. Ouais, c'est un petit peu plus dans le sud. Moi, je suis natif de l'Hérault. Ouais, Et j'ai appris à pêcher avec mon papa, mais qui lui était pêcheur pour le ok. coup. Alors qu'il n'a Petit jamais. aussi, du coup, non? Pardon? Il t'y a emmené petit. Ah oui, petit. Et mon plus lointain souvenir, c'était en. Alors, on a beaucoup pêché au posé aussi, comme beaucoup à l'époque, À là, l'époque, ouais. ni plus ni moins. Et mon plus lointain souvenir, pour le coup, c'est la capture d'une très grosse perche avec une cuillère tournante. Une MEPS, quoi. Ouais, MEPS tu peux dire. Aglia longue Ok. numéro 4. Il connaît toutes les rêves Ah par ouais, cœur. c'est Non, mais joli. le truc, Ouais. C'est le principe, non, c'est le le truc qui principe. est dingue, qui est plutôt rigolo, c'est qu'en fait, c'est mon père qui a ferré ce poisson et qui m'a donné la canne Ouais. en me Ah, disant mais ouais. tiens, est-ce que tu peux me remplacer, etc. Et Ouais. au moment où j'ai pris la canne en main et que j'ai ferré, je lui ai dit papa, j'ai un poisson. Et j'étais persuadé que c'est moi qui l'avais faite. Ok. Alors qu'en fait, il avait. Alors qu'en fait, Ouais. il avait ferré. Il avait fait C'est un truc de papa, souvenir quoi. extraordinaire. Ouais. Et j'ai appris que je n'avais jamais ferré ce poisson il n'y a pas très longtemps. Ah, sérieux? Ouais. Ouais. Déçu ou pas déçu? Et pas déçu parce que j'ai trouvé que c'était encore plus joli. Et c'est pour ça que je regardais mon téléphone pendant qu'il était là. C'était Ah, ce t'as la photo? poisson. J'ai la photo. Canon. J'avais 5 ans. Montre vers un téléphone, mais voilà, on Lequel pourra la voir. un il y en moment. a 12. Regarde, hop, Ok. Canon. Canon. Beau gosse. voilà. Ouais, moi j'ai une super Ouais. photo aussi comme ça d'un poisson que je fais en Irlande parce que j'étais allé en 92, un truc comme ça, j'avais 10 ans avec mes parents, Ouais. c'était pas du tout un voyage de pêche, mais on n'était pas loin d'un lac et on avait pêché des bordures et j'avais fait un broc qui faisait 40 cm mais c'était un poisson Le irlandais. record. Et ouais, voilà. C'était le début de l'histoire. Ouais, c'était De du toute façon, je pense que la taille, elle a finalement assez peu d'impact au départ. Pas de blague, ok. Pas encore. Oui, non, voilà. pas encore. Non, mais Non, non, c'est le mais- début. Non, Non, mais parce que pour quand le les coup- enfants, on Ouais. s'en fout. Le principal, c'est d'en attraper. Après, peu Complètement, importe ouais. le poids, la taille. Carrément. L'idée, c'est d'avoir des touches. Et c'est Carrément. ça qui lance vraiment. Et même encore maintenant, tu vois, quand on est. Enfin, moi, à travers mon métier, je le vois, les enfants, si tu emmènes des enfants qui ont 10, 12, 13 ans, ils s'en foutent d'attraper. Alors, c'est Ouais. un peu faussé maintenant avec les réseaux sociaux, mais dans la règle générale, ils Un s'en poi- foutent c'est de un la poisson, taille du poisson ouais. ou quoi. Ce qu'ils veulent, c'est en attraper. Avoir Après, la si c'est touche, gros, ouais. c'est bonus. Bien sûr. Et Il y a encore c'est triste, cette ça, c'est candeur, bien, quoi. quoi. Ouais. C'est ce qui est triste d'ailleurs, parce qu'en trouve. fait, nous, on avait une espèce de candeur. Moi, là, il se trouve Complètement. que ce poisson-là, en l'occurrence, c'était un gros poisson. Ouais, oui. Mais j'ai aussi d'extraordinaires souvenirs en attrapant des vairons à la Ah carafe. bah ouais, quoi. bien sûr, Et, ouais, bien sûr. et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, le fait que les réseaux sociaux offrent la possibilité, ou en tout cas donnent l'impression aux jeunes C'est pratiquants très simple en fait de faire qu'il un faut très tout gros de et il faut suite, faire un gros poisson. Ouais. faire un gros Ouais. poisson avec du matériel haut de gamme, Mm. c'est même pas simplement dommage, je trouve ça un peu triste. Ouais, ça, on Voilà. perd un Ça, petit peu on perd un peu. la spontanéité en fait de la pêche. Exactement. Alors après, je dis pas, nous on était au top, et, Ah oui, puis, tout. et puis les jeunes sont. Non, mais ça n'a rien à voir. Bien C'est sûr. simplement qu'en fait, c'est notre génération, et notre Bien sûr. approche. et Mais c'est t'as encore sans les doute, jeunes, ils viennent pas pour, ils ont pas d'objectif précis, tu vois. Ouais. Quand tu as 10, 12, 13 ans, tu viens pas en voulant faire le maîtrise. Par contre, c'est vrai que souvent à 14 ans, tu as accès, tu as ton Facebook, tes Ouais. parents t'ont autorisé à Ouais. avoir le Facebook. Donc tu as ton téléphone, ta tablette, ton Mm. truc, ton machin, tu as accès à tout ça et c'est vrai qu'il y a une espèce de bascule sur cet âge où là par contre, tu peux te retrouver avec des jeunes qui viennent avec une attente particulière Ouais, bien sûr. et qui te disent ouais, moi je veux attraper un maîtrise. Là, tu ouais. Et une banalisation de as ce genre le de temps, poisson. tu vois. Je peux vous Voilà, faire une confidence? T'en as toujours pas fait. C'est parce qu'on n'a jamais pêché ensemble. Je sais, je t'en fais une. Et moi, je pêche depuis que j'ai 5 ans, donc ça fait 35 ans que je pêche. Quoi. J'ai pas fait un maîtrise, quoi. Et je m'en fous, en fait. Ah oui, mais ça, c'est bien. Voilà, et je m'en fous complètement. Mais c'est C'est pas du génial. tout ce que je C'est recherche. génial quoi. parce T'as raison. qu'aujourd'hui, on banalise Ouais. la barre du mètre Ouais, sur ouais. le brochet, alors que l'immense majorité des pêcheurs, quand je parle des pêcheurs, Oui, les oui. pêcheurs de Facebook, Bien sûr, ouais, les bien pêcheurs qui achètent ouais. du matériel 2 fois par an dans Bien sûr. le petit shop du coin, Hmm. n'en feront jamais. Bien sûr, ça reste Oui, un c'est L'immense, ça. mon papa qui m'a appris à pêcher a fait Ouais. son premier poisson maîtré l'année dernière. Ouais. Bon, avec le radis, là, évidemment. Le radis. J'ai vu Oui. c'est son surnom, c'est ça? Ah il y non, en a non, plein. pas du tout, attention. Ah bah, ce matin, il mais m'a il aime bien appelé m'appeler tête comme ça. Ok, d'accord. Ok, on est sur le végétal, quoi, entre vous, quoi. C'est Oui, 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 bon, c'est c'est notre côté vegan. vegan. Ouais. mignon. Ils sont raccords. Question justement là dans votre enfance par rapport à la pêche, on a parlé de vos premiers souvenirs. Est-ce que vous êtes passé par la carpe, par la pêche au cou en compète, ou est-ce que vous Ah êtes allé ouais. rapidement vers le leurre Non, qui est on a votre même, pratique on a le actuelle. même profil pour ça à peu près. Ouais. Quoi. Moi, je suis passé. Moi, j'ai fait carnassier, carpe, carnassier. Ah ouais. Ok, Toi, Moi, t'as j'ai carpe. fait pêche au cou Ouais. ouais. pour l'apprentissage, le Ouais, truc. ouais. Puis d'un seul coup, je suis tombé dans la carpe là, pendant 6-7 ans. Ouais. Quoi. J'étais Et, ado, non, tu veux dire ou Ouais, on va autour dire 20 ans d'une quinzaine d'années jusqu'à ce que j'arrive à pouvoir travailler au moulin, tu sais, jusqu'à Ok, 23 ans. ouais. Je pêchais vraiment la carpe. Ok.
Et après, il y a eu la bascule, c'est-à-dire que je me suis dit, si je veux guider au carnas, il va peut-être falloir que j'apprenne un peu. Bien sûr, ouais. Et j'ai commencé à apprendre le carnas tout en continuant à pêcher la carpe. Ouais. Ça a duré 1 an, après c'était fini. Ouais, La après, carpe c'est parti là, et carnas à c'est fond. carnas à fond, ok, Et d'accord. voilà, quoi. Ok. Moi, c'était pêche de compète au coup, quoi. Ouais. J'ai fait ça entre, je pense, 12 ans et peut-être 18 ans, quoi. Il y a beaucoup qui viennent du coup et qui passent sur le carnas après. C'est marrant parce que, alors moi, je ne connais de la pêche au coup que les montages les plus simples pour attraper des vifs avec mon papa quand j'étais gamin. Mais cette pêche-là a la réputation d'être sans doute la plus difficile et très la plus technique pointue. Et la plus formatrice. Très alors technique. que nous, on a vraiment l'impression que c'est un truc archi basique. Oui, alors que non, Donc on s'envoie en l'air avec nos leurres, etc. Et finalement, le pêcheur au coup qui pêche des bourriches d'ablettes, il a une connaissance du milieu. En plein hiver, tu vois. Je suis allé pêcher dernièrement là, avec Alex Codin, là, tu vois. Ouais, sans sas, bien sûr. Qui est champion du monde de pêche au coup et tout machin, là. C'est pas mal déjà champion du monde. C'est pas mal. Quoi C'est pas mal déjà. C'est correct. C'est un bon début. Après, je pense qu'il pourra faire mieux, mais il faut qu'il s'entraîne encore. Et non, il est très doué et tout. Et quand tu parles de pêche au cou avec des personnes comme ça qui sont hyper investies dans la pêche au cou et tout, tu te rends compte que c'est hyper technique et que finalement, oui, pour sortir un poisson, enfin pour sortir plein de poissons comme ça ou plus gros, peu importe. Et ben chaque détail a son importance. Geste, que ce soit le geste, l'endroit où la manière dont tu positionnes tes plombs, tes montages, la finesse, le truc. Juste incroyable. Je me rappelle sur un concours m'être pris une branlée, je peux dire le mot, c'était vraiment ça. Il a dit un gros censuration. C'était une pêche de dos vert, quoi. Une pêche de dos vert à 1 mètre de tes pieds, quoi. Et un mec était à côté de moi qui avait, je sais pas, 35 ou 40 balais, quoi. Et moi j'avais 15 ans, j'avais l'impression d'être fort et tout ça, quoi. Et le mec m'a mis 100 poissons dans la vue, quoi. Et je le voyais en fait. Alors que moi je me perdais dans je remets mon asticot. Mais ça c'est la grande classe de la pêche aussi, c'est qu'on peut se croire fort et retomber tout de suite en bas et se remettre en question. Du coup c'est la base même de la pêche et c'est juste génial, quoi. Exactement. On n'est jamais trop fort en fait, on n'est jamais le meilleur. Il y a toujours meilleur et à nous de savoir se remettre en question et d'avancer, quoi. Exactement. Donc là on a parlé un petit peu c'est beau, de vos pratiques. C'est poète avant. On a parlé de vos pratiques et est-ce que vous vous rappelez un petit peu de vos premiers leurres justement, est-ce que c'était des cuillères, est-ce que la première approche de la pêche au leurre qui était pas du tout la même qu'elle est aujourd'hui il y a 20 ans ou il y a 25 ans, quoi. Moi je me rappelle. Moi très bien aussi. Et l'heure n'était pas autant développée, le souple ça existait très peu à part les... Le twist. Le twist, voilà. Mr. Twist. Moi c'était clairement la cuillère tournante, tu vois. Véronée ou pas véronée? Non, la classique, là, c'est la Veltic, là. C'est même pas la Meps ou quoi, la bonne Veltic qui était trop bien. Le Rapala Balsa, là. Ouais. Et une fois à Noël, là, mon père m'avait acheté un kit. Tu sais, c'était les premiers trucs, c'était Delaland qui faisait ça. Le kit leurre souple avec le Sandra jaune, le Sandra truc, le Sandra machin, là et tout. Et finalement, ça, c'était la première vraie boîte de leurre que j'ai eue. Que j'ai. Que t'avais. Mais que je savais pas ce que c'était, tu vois. Bien sûr. T'avais des leurres souples, là. Donc, forcément, tu pêchais avec. Mais ça, c'était à l'époque où je pêchais au cou et l'hiver, j'allais un peu pêcher le brochet, truc machin. C'était assez rigolo. Et puis après, on a connu le développement, quoi. Le développement. Tu te rappelles un peu tes premiers leurres, Cyril ? Ouais, alors moi j'étais absolument fan de la Lusox numéro 3 pour les cuillères tournantes de chez Meps. C'est une encyclopédie, quoi. Lui, là ça c'est non, laisse tomber. Non, t'y crois pas. C'est un vrai imposteur de la pêche. Il a commencé vraiment hier. Oui, vraiment hier. Non, alors pour le coup, ça c'est quand même... C'est quand même un truc archi connu, la MEPS numéro 3. Et quand j'étais gamin, j'ai mon meilleur ami de l'époque, Mathieu, si tu nous écoutes, qui était parti en voyage scolaire, même pas en voyage scolaire, dans l'été, il était allé dans une famille aux États-Unis et il avait ramené un spinner. Ah ouais. Un spinnerbait. Et ça, on parle de ça. Je ne savais même pas ce que c'était quand même ramené ça. Je me dis, c'est quoi ce machin? Ça ressemble à quoi? Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Pas Internet, rien du tout. Enfin, nous, on est très âgés en plus, donc on peut dire que c'était il y a très longtemps, Cyril. Moi, j'ai 44 ans, donc oui, c'était vraiment il y a très longtemps. Et la première fois que j'ai mis ce truc-là dans la flotte, et j'ai pris un brochet de 89 cm, autant te dire que quand t'es gamin, bien sûr. c'était un sous-marin, le machin, c'était génialissime. Et un petit peu plus tard... Le coup du spinner, j'ai le même truc avec mon cousin, pareil, il avait ça dans sa boîte, là, on pêchait, il avait sorti ça, là, on sait pas d'où ça... C'est à l'époque, t'achetais ça dans les camions qu'il y avait sur les places de village qui vendaient des trucs. Bien sûr. Il avait ça, là, il m'a dit, il était précurseur pour le coup, parce qu'il y croyait tellement, il me dit ça va marcher et tout. C'est ça, Non, un truc ça avait marché, effectivement. Et plus tard, trop fort. Et plus tard, bien plus tard, bon, alors après, effectivement, j'ai collectionné les cuillères, les machins et tout, premier countdown, justement, en Rapala comme toi, etc. Et mon premier leurre, considéré un petit peu technique, j'étais déjà à Paris, je venais de m'engager, je sais pas en quelle année c'était, mais
on doit être au 12e siècle, 13e siècle à peu près, quelque chose comme ça. Je pense. Hein. Tu vois ce que je dois supporter. Oui, c'est compliqué. C'est un truc compliqué. Et vous pêchez ensemble des fois, du coup? Ça va être... alors on pêche, mais c'est l'enfer. J'essaie d'éviter. Il n'y a rien d'intelligent. Mais... Oui, parce que tout à l'heure, on parlait justement de l'aspect technique, du pêcheur au coup, pour qui tous les détails comptent. Nous, on a une théorie, plus on dit de la merde, plus on fait des poissons. Voilà, bien sûr. Et on a fait quelques belles pêches. Bien sûr. On a fait quelques belles pêches, donc on ne devait pas être très loin de la vérité. Donc tout ça pour te dire que j'étais déjà à Paris, donc on devait être au milieu des années 2000 sans doute. Ouais, 2003 peut-être. 2000 sans doute. Et 2000 sans doute. 2000 sans doute ou 2012. C'était il y a très longtemps. Ah oui. Absolument. Et bref, j'habitais dans le 13e arrondissement et juste à côté de chez moi, il y avait le cours Saint-Émilion et Pacific Adventure. Bien sûr. Exactement. Et en fait, j'avais fait la connaissance d'Alban Choignier, qui bossait là-bas et qui est devenu un ami par la suite. Là, c'est dingue parce que j'ai dû le croiser en fait, parce que ça, on parle des années fin 2000, non? C'est ça, non? Oh non, pas fin 2000. Non, c'est 2010. Alban, moi, je suis arrivé au Moulin en 2006. Il était cours Saint-Émilion. Alban, il y était. Donc, c'est ça, début 2000, entre 2000 et 2006. Ouais, début 2000. Il était là-bas à ce moment-là. D'accord. Et en fait, il m'avait conseillé alors c'était un pointeur, enfin un bifreeze sans SP coloris Aurora Black. Ok. Meilleur. En me disant c'est un truc de fou et tout. Bon, effectivement, quand tu le regardes, ça c'est ressemble un stick, à. attends, c'est quoi ça? Non, c'est un Jack Minnow. Ok. Et quand tu le regardes, en fait, c'est un Jack Minnow. Oui, bien sûr. Et tu l'as mis dans l'eau. Relativement basique. Et puis, dès que j'ai compris comment ça s'animait et que j'ai vu la magie opérer, c'était un truc de dingue. Il faut savoir que j'ai toujours ce leurre dans ma boîte. Ouais, ok. Le leurre original, c'est-à-dire que celui-là. Celui-ci, ok, d'accord. Il a avec lequel il ne pêche plus, évidemment. Enfin, de toute façon, comme il y va pas, c'est logique. J'ai plein de leurs collecteurs. Non, mais tout ça pour te dire, c'était ma première approche de ce que la pêche pouvait revêtir comme niveau de technicité. Oui, bien sûr. Où il ne suffisait pas de lancer et de ramener de façon linéaire. Je ne dis pas que la pêche en linéaire soit simpliste, mais en tout cas, c'est l'image qu'on en avait. Bien sûr. Et là, tout d'un coup, il fallait en plus. Donc, un peu réfléchir, en fait, mine de rien, comment. À la canne, au moulinet, réfléchir. Et c'est ce qui fait que c'est une passion aussi, quoi. Et c'était extraordinaire. Et puis, enfin voilà. Tout mon petit parcours est ponctué de souvenirs assez parlants qui sans doute sont anecdotiques et marquants, et qui sont sans doute anecdotiques pour les personnes avec lesquelles je les ai vécus, mais qui pour moi résonnent de façon tout particulière. On fait ton histoire par rapport à la pêche. Complètement. Ok. Dans vos souvenirs, on a parlé un petit peu de vos souvenirs les plus anciens en France et tout ça. Est-ce que vous avez des souvenirs de pêche ailleurs, les premières pêches à l'étranger? Est-ce que je pense que Vincent a peut-être plus pratiqué que toi, quoique je ne sais pas, Cyril, est-ce que tu as pêché un petit peu à l'étranger aussi? Oui. Ouais. J'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'Espagne, la Suède, le Portugal, les États-Unis. Ok. Et donc, est-ce que tu peux parler d'un voyage marquant, tu vois, écoute, mon premier voyage de pêche, ça devait être en. Putain, c'était en Espagne ou en Suède? J'en sais rien. Mais non, c'était avec Ben en Suède. Oh putain, c'était avec Ben en Suède. C'était une catastrophe. Non, c'était sur Cibo. Avant Cibo, en fait, on était du côté de la. Enfin, on était en mer Baltique. Oui. Et on était censé pouvoir avoir accès au lac Cibo un jour dans la semaine. Ok. Sauf que les 2 premières journées sur la Baltique, donc nous, on arrive là-bas. En mode, ça va être l'orgie. Ça va être l'orgie. C'était l'orgie de rien du tout. La première soirée, il accroche une brème par le dos. Ok. En nous, déjà, on se dit, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Déjà à l'époque. Il est doué pour ça. Ah, putain. Et là, c'était la déprime la plus totale. Le lendemain, mais un froid de canard. On est arrivé là-bas, c'était au mois d'avril. On avait l'impression, on vient du sud de la France. Au mois d'avril, on est en t-shirt. Bien sûr. On arrive là-bas en touriste. Pas préparé. En train de bouffer des sandwichs dégueulasses, caché derrière un rocher à l'abri du vent, en se demandant mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi, tu vois. Pas guidé, enfin genre avec. Des guides, quoi ça sert? Non, on se croyait dessus. Donc on était avec une grande barque et un moteur de 5 chevaux au milieu de l'océan, quoi, en gros, tu vois. Et là, mais franchement, on avait un peu cassé notre tirelire pour ça, et puis on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Pour la petite anecdote, c'est ce jour-là. Ben, l'ami en question, en fait, on avait tellement froid, tellement froid, on se regardait, on était face à face en train de bouffer, mais là, on pensait déjà plus à la pêche, on pensait à survivre. Là, tu vois. On avait tellement froid, on sentait plus nos doigts, et puis moi je le vois, et puis pendant qu'il mange son sandwich, il met son doigt dans sa bouche, et il croque, et là il sent un point dur forcément. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il insiste un peu, c'était son doigt, et il s'ouvre, je te jure, il s'ouvre le doigt, il se mange le doigt, s'il te plaît. Okay. Donc voilà le début de notre voyage. Depuis il n'a plus de doigts, faut préciser. Oui. Il n'est pas très fut en plus, il a continué sur tous les doigts. Putain, mais le respect. Pour Ben c'est bon, il pêche en slibard, donc tout va bien. Quoi. Bon, et tout ça pour dire que, et le lendemain,
On a accès au lac Cibo parce que voilà, le manager du camp qui nous accueillait, il a bien vu que c'était hyper difficile. Non, mais c'est même pas ça. Il nous a dit, de toute façon, les poissons, ils sont partis au large derrière les harengs, je sais pas ce qu'ils m'ont raconté. On accède au lac, et là, de nouveau, pour le coup, on se retrouve dans une position un petit peu moins confortable. Bien sûr. Parce que, mine de rien, les pointes qui avancent dans l'eau, les roselières, etc. Enfin, ça nous parlait parce que c'est ce qu'on avait l'habitude de faire, sauf que c'était dans un autre pays, quoi, tout simplement. Oui, bien sûr. Et là, on cartonne, mais un truc de dingue. Et le manager du camp était tellement content qu'il nous a permis d'aller là-bas toute la semaine, et on a cartonné. Et suite à ce truc-là, j'avais rencontré Nuno Marango à la fête de la pêche, donc au mois de juin à Paris. On avait fait un petit rassemblement autour de la fontaine Beaubourg pour parler de la pêche aux Parisiens finalement, et montrer que voilà, on n'était pas tous déguisés en fougères. Bien sûr. Le mec que j'ai vu il n'y a pas longtemps, je l'ai fait en interview aussi comme vous, avec Bill François, qui est un mec qui est génial, qui est philosophe et tout ça, et qui est top, hyper intéressant. Et du coup, on discutait, puis je lui parle de ce petit séjour qui était notre premier séjour. Et il m'a demandé si j'aimais bien écrire et si je serais en mesure de lui rédiger un petit papier par rapport à ça. Et ça a été mon premier papier. Pour Predator, du coup. Exactement, pour Predator à l'époque. Et c'est comme ça que ça s'est lancé aussi. Donc voilà, tout est fait de petites anecdotes. Oui, bien sûr, mais qui amènent après à construire ton histoire avec la pêche, quoi. Exactement. Vincent, est-ce que tu as un souvenir d'un premier voyage à l'étranger qui t'a marqué ? Et d'une anecdote de galère ou pas de galère ? Alors mais j'en ai eu plein en fait, si tu veux. Donc, mon premier voyage, il était en Irlande, là, chez Sylvain Duvinage, là. C'était le premier voyage que j'ai fait en Irlande, c'était 3-4 jours, et je suis arrivé comme... T'avais quel âge ? C'était... j'avais 24-25 ans, j'étais déjà... L'année dernière. Exactement, l'année dernière. Et du coup... J'étais arrivé comme beaucoup de gens arrivent en voyage de pêche, tu sais, un peu tout feu, tout flamme, je veux tout faire, je vais y arriver, c'est facile, truc, machin, bidule. Un peu surex. Et en fait, finalement, je me souviens toujours, elle m'avait dit, mais redescends, calme-toi, parce que quand tu es surex comme ça, c'est la meilleure manière de passer à côté de ta pêche. Il faut vraiment arriver sans attente, sans enfin, tu vois, avec pas trop d'attente et tout, et puis laisser les choses se faire, en fait, et ça se passera comme... Et effectivement, elle a eu raison. Et donc ça, c'était vraiment le premier voyage, et j'ai pas pu l'apprécier à ma juste valeur parce que j'étais vraiment un peu trop surex et un peu parti dans tous les sens. Mais suite à ça, j'en ai fait beaucoup d'autres, et principalement beaucoup pour travailler, tu vois, où j'ai guidé à l'étranger et tout ça. D'autres pour moi aussi perso, mais j'ai justement, on va dire, l'anecdote pour moi, c'est vraiment d'apprendre à se détacher, à se dire, voilà, je pars en voyage, ok, c'est super là où je vais aller, je vais m'éclater, c'est un beau voyage, c'est une belle destination, j'aimerais bien faire des beaux poissons ou quoi, mais sans les attendre spécialement. Sinon, c'est la meilleure manière de passer à côté, et puis c'est encore la meilleure manière de rentrer déçu aussi. Quoi, c'est être prêt à apprendre, en fait, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, quoi. C'est être assez humble, en fait, mine de rien, par rapport à un milieu que tu connais pas et tout ça, quoi. Exactement. Il faut arriver en se disant, voilà, je suis là. Alors, s'il n'y a pas de guide, parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire des voyages sans guide, tu vois. Donc, tu construis ta pêche, tu essayes, tu vois. Et ça se passe, t'en attrapes pas, t'attrapes des gros, pas des gros, c'est pas grave. T'as vécu ton aventure, c'était génial. Et la même chose avec un guide. T'arrives avec le guide, il faut réussir à se détacher, à se dire, voilà, le guide, c'est lui qui sait. On va l'écouter avant toute chose. On va aller sur les bons spots qui nous indiquent, truc, machin, bidule. Et puis, on va attraper des poissons. Et s'ils font tous 1 mètre, tant mieux. Puis s'ils font tous 50, c'est pas grave. On est quand même là, à l'étranger, dans un autre pays, une autre culture, un autre environnement. Et déjà, rien que ça, c'est magique. Et le résultat de la pêche, finalement, il ne faut pas le mettre en priorité, il faut le mettre un peu après. Bien sûr. Après l'expérience en fait, que tu vis d'être à l'étranger, de pêcher à l'étranger, je comprends tout à fait. Mais ça me donne des arguments parce que mon père va aller pêcher l'Irlande avec ses potes retraités, un petit coucou à papa, dans 1 an. Et je vais lui donner un petit peu ces aliments-là pour qu'il n'attende pas trop et qu'il kiffe sur ce moment avec eux. Donc là, pour le coup, l'Irlande, typiquement, il faut y aller pour le pays, les gens qui sont sympas, l'ambiance, le pub. La beauté des paysages, ils vont avec leurs femmes, vont faire du tourisme en même temps. Et tout ça, donc la beauté des paysages, tout ça. Et après, le résultat de la pêche sera la pêche. Mais il aura découvert un autre milieu, il aura pêché, il aura appris des choses qu'il pourra remettre en pratique ici en France. Donc, dans tous les cas, c'est déjà rien que ça, c'est gagné, quoi. Bien sûr. Après, évidemment, s'il y a un gros brochet dans l'eau, là, c'est de la cerise sur le gâteau. Cool. Quoi. Ils vont où en Irlande ? Chez Arnaud. Logique. Tu me dis tourisme et tout, c'était sûr. Bon, alors là, pour le coup, je peux garantir tout ce que j'ai guidé. Donc, je peux garantir que ce sera bien pour l'intendance, bien pour les repas, bien pour les visites, bien pour l'après-pêche. Et très bien dans toute la... dédicace à Arnaud Brière, du coup. Et très bien dans l'organisation de la pêche. Et les poissons, ils y sont. Après, c'est comme partout. Des fois, c'est là, la pêche. Des fois, c'est un peu moins bien. Bien sûr. Mais là-bas, c'est régulier. Donc, ça, c'est quand même un des gros avantages. Cool.
Qui sera pas déçu, non. Je donnerai tous ces éléments-là à mon père. Oui, il écoutera, tu verras. Ouais, c'est possible. Ok, donc on a parlé un petit peu de vos souvenirs, justement. On va parler un peu plus de la pêche aujourd'hui. Ok. Cyril, tu vas plus, toi non plus. Ouais, mais justement, j'avais une question pour Cyril. Ouais, j'avais une question pour Cyril en premier. Attends, moi j'ai besoin de faire une pause. Vas-y. J'ai vu qu'il y avait des choses comme ça qui traînaient encore. Le mec va péter le son de l'interview. Oh, tant pis, c'est pas grave, mais là, tiens, prends-en si ça te fera du bien, je te sens un hypo là. Si tu savais le nombre. Mais c'est ta marque de fabrique, hein. De toute façon, maintenant, Vincent de Bruyne dans un truc de chocolat sur un bateau. Si tu savais le nombre de chocobons qu'il ingurgite. Ouais. Ça, franchement, il tient à peu près sa ligne. À peu près. Je vais me reprendre en main, mais ça va. J'attends ta question avant de m'empiffrer. Ouais, vas-y. Donc on parlait de la pêche aujourd'hui. Tu as un métier qui est très prenant. Tu es sapeur-pompier à Paris. Tu as un grade. C'est nouveau, ça aussi. Tu travailles pas. Non, chez les pompiers, vraiment. J'étais dans une caserne tout à l'heure. Ouais. Okay. Je crois même qu'il sort de garde, c'est ça, cette nuit. Donc, voilà. Non, faux, il a dormi toute la nuit, laisse tomber, il t'occupe. Alors, la garde des pompiers, c'est surfait. Hein. Les mecs, ils dorment H24, il n'y a jamais rien qui décale. Donc, ok, d'accord. Ok. Bon, je lis plus pour les pompiers, ça fait plaisir. Donc, ma question que j'avais par rapport à ça, c'est un métier qui est très prenant. Ouais. Quel temps tu arrives à dégager pour la pêche encore? Est-ce que c'est problématique? Est-ce que ça te manque? Ou est-ce que tu arrives à avoir un équilibre entre ce qu'est ton métier et ta passion? Alors, si la question c'est est-ce que j'arrive à concilier les deux? Non. Est-ce que je priorise? Oui, évidemment, parce que ça reste mon métier et que j'adore ça et que je ne veux pas le faire à moitié, ça c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai des fonctions un petit peu particulières qui le rendent encore plus chronophage qu'avant, mais ça va durer encore 1 an et demi, tête dans le guidon, et je sais que pendant ce laps de temps, je savais qu'il fallait que je mette un petit peu la pêche en stand-by. Okay. Alors, un petit peu, ça ne veut pas dire arrêter, mais en tout cas, m'y consacrer beaucoup moins que ce que je voudrais le faire. Ok. Est-ce que tu arrives t'as été pêché un petit peu quand même cette saison? Oui, je vais pêcher un petit peu, mais jamais autant que ce qu'on voudrait. Mais bien après, c'est le problème des passions. Hein. Vincent, quand il guide pas, ce qui est extrêmement rare, il est pas bien. Il va pêcher. Non, il va pêcher pour lui. Il va pêcher pour lui. En mangeant des chocobons. J'arrive à concilier les deux, moi. De passion. On était en vacances ensemble cet été. Et lui, plutôt que de dire, moi, quand je pars en vacances, j'ai pas envie d'éteindre un feu, quoi. Tu sais ce que je veux dire. Lui, il est en vacances. Le premier truc qu'il demande, c'est est-ce qu'on va à la pêche, quoi. Classique. Et vous étiez où du coup en vacances? En Bretagne. En Bretagne, vous avez pêché un peu? Bah oui. Ouais. Vous avez fait des poissons? La question, genre, viens, on s'en va. Eau douce ou eau salée? Non, salée. D'accord, ok. Bon, tout ça pour dire que, toujours est-il que là, c'est difficile à concilier, ça va encore durer un petit moment. J'abandonne absolument pas la pêche, mais je suis plutôt dans une activité de conseil et ou d'écriture ou de rédaction qui fait que je le vis par procuration, mais je passe moins de temps au bord de l'eau que ce que je le voudrais. Du coup, les moments que tu passes au bord de l'eau, ils doivent être cool, quoi. C'est pour ça que j'essaye d'être bien entouré. Donc pas être avec Vincent. Et que je pêche peu avec Vincent. Si. C'est la meilleure pêche. Et effectivement, les moments que je passe au bord de l'eau, ils ont une saveur vraiment toute particulière parce que j'y vais pas toutes les semaines, quoi, tout simplement. Je comprends. Et donc à l'inverse, Vincent de Bruyne qui pêche 6 jours sur 7, je crois. Non, 7 sur 7. 7 sur 7, non, qui passe beaucoup de temps sur l'eau. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un trop-plein par moment ou est-ce que tu arrives à avoir encore cette spontanéité, tu vois, de alors moi j'ai un problème, c'est que plus j'y vais et plus j'ai envie d'y aller. Donc ça se... cool. Non, j'arrive pas à me soigner. C'est cool. Vraiment du tout. Et moi je guide, je kiffe tous les matins depuis, ça va faire 19 ans. Là, 2024, c'est ma 19e année, là, tu vois. Et donc ça, j'aime toujours autant y aller, me lever tous les matins pour emmener les gars et tout. Et le pire du pire, c'est que le jour où bizarrement, soit j'ai une annulation, soit j'ai rien, j'y vais quand même, quoi. Et alors le summum du summum, je crois, je suis arrivé au stade où je suis arrivé à un stade même où je pars en vacances à la pêche, quoi. Donc là, c'est le summum du summum. Ok. Et t'es seul ou accompagné dans ces cas-là? Non, je pars en voyage avec des potes. Avec Cyril, on a un truc prévu l'année prochaine, cool. Tu vois, et tout ça. Donc, non, mais c'est vrai. Mais moi, j'ai axé toute ma vie autour de la pêche et je me garde du temps libre à côté, évidemment. Tu vois, je fais surtout l'hiver, ça guide un petit peu moins et tout ça. Mais c'est vrai qu'on va dire que du mois d'avril à mi-janvier. Je passe beaucoup de temps sur l'eau, quoi. Bien sûr. On parlait de transmission tout à l'heure, Cyril avec son père, son grand-père, toi aussi, tu vois, avec la famille qui t'a amené, même si c'était pas forcément des pêcheurs ou quoi que ce soit.
tu transmets toi mine de rien aujourd'hui en guidant. Moi je fais que ça. C'est ton job et ça fait partie du job. Le job, il y a à la fois l'enseignement ou le perfectionnement et aussi la transmission des connaissances. C'est-à-dire que t'es guide de pêche et tu veux pas dire où ça pêche. Enfin, tu veux pas emmener les gars sur les spots, leur montrer les techniques, les manières de pêcher et tout. Change de métier, quoi. Bien sûr. Il faut être complètement détaché et se dire, écoute, voilà, je sais où sont les bons spots, je sais où sont les poissons. Le mec, il est du coin, parce qu'il y a des pêcheurs qui viennent de loin, il y a des pêcheurs qui viennent d'à côté, quoi. Et tu te dis que si je lui montre tout, il pourra revenir demain avec son bateau. Mais moi, je suis ravi. Bien sûr. Je suis jamais autant content que d'emmener des gars à la pêche, que derrière, ils m'appellent en me disant, bah tiens, on va s'acheter un bateau, truc, machin, de le conseiller sur l'achat du bateau et tout, et que le mec revienne sur les lacs ou sur la Seine et ils me disent, bah tiens, on vient pêcher, Vincent, si on peut se croiser, t'as pas une info? Mais si, bien sûr, pas de problème, au contraire. J'ai ce même truc, tu vois, moi, je parlais de ça avec mon père, et lui, était vraiment, il a kiffé, en fait, m'emmener à la pêche, tu vois, il y a vraiment ce truc de pêcher, mais en plus de ça, montrer à quelqu'un, lui donner la passion, tout ça, c'est juste canon. C'est le dessous. Moi, d'ailleurs, ça va tellement loin, si tu veux, que déjà, je pêche pas en guidage. Et que je prends plus de plaisir à emmener les gars à la pêche, à leur faire attraper du poisson, enfin pas plus, mais au moins autant de plaisir à faire pêcher les gars, à leur faire attraper des poissons et leur expliquer le pourquoi du comment, que si je le faisais pour moi, dans le bateau, tout seul ou avec eux, tu vois. Donc, et pour le mieux, y arriver le mieux, c'est de poser sa canne et d'être focus avec les gars. Tu m'as fait halluciner sur un truc où tu entendais la touche dans un bateau. Ah ça c'est sur le DVD avec Nicolas. C'est un truc de ouf. C'est énorme. C'est que t'entends ton lip test dans l'eau et tu entends le... En fait le changement de son là, tu sais qu'il y a la touche mais le temps que... La bille elle bouge. Exactement. Et le temps que entre l'impact et que ça se retransmette dans les mains du pêcheur, c'est plus lent que dans l'eau. Alors après, tu l'entends. Ça, c'est pas tout le temps, évidemment. Là, il n'y avait pas de vent, il y avait des conditions qui faisaient qu'on entendait vraiment le lip. Et en plus, il faut y porter un peu l'oreille. C'est-à-dire que si tu fais pas attention, tu l'entendras pas. Mais quand tu guides, souvent, tu te mets à 100% avec les gars, donc tu fais attention à ce qui se passe à côté. Le moindre poisson qui se retourne, tu tournes la tête pour voir ce que c'est. Le moindre plouf, tu es là, tu vois. Et donc, c'est la même chose comme ça. Et donc, tu entends la touche, tu dis au gars, touche. Il fait comment tu savais? Et la même chose, à l'inverse, tu regardes les cannes. Toi, la canne faire ça, tu dis au mec poisson, il fait, il dit comment tu savais? Parce que je te regarde, je suis avec toi. Exactement. Et comme tu es avec eux et que tu es à 100% avec eux et tout, tu vois des choses avant que eux le voient ou le ressentent. Quoi. Bien sûr. C'est génial. Tu m'as fait perdre un truc, mais c'est pas grave, j'y reviendrai. Est-ce que vous avez tous les deux un endroit, si je vous pose la question, un endroit en France où vous avez envie de retourner pêcher régulièrement? Cyril, là. C'est Vincent, il parle beaucoup quand même. Je crois que c'est la première fois qu'on me dit que c'est moi qui parle le moins. Non, t'inquiète, on est ex-aequo. Là, spontanément, j'aurais envie de te dire sur le lac du Salagou, parce que j'ai grandi au bord du lac du Salagou, et que c'est là-bas que j'ai appris à pêcher, et que ça signifierait y aller avec mon père. Et en fait, au-delà du lieu en lui-même, c'est ce que ça représente en fait qui me manque. Je comprends. Autre chose, parce qu'en fait, j'ai pas forcément des souvenirs de pêche incroyables là-bas, parce que des pêches ouf, on en a fait ailleurs. C'est pas ça. C'est là où c'est une passion, c'est qu'il y a un lieu, il y a une ambiance, c'est pas que et donc la pêche un lien. en fait. Il y a un lien en fait. Les choses ont du sens là-bas parce qu'en fait, la transmission dont vous parliez précédemment, moi c'est là-bas que je l'ai vécu quand j'étais enfant, et comme tu l'as souligné, c'était il y a très longtemps. Et pour le coup, je sais que si demain j'y retourne, il sera là. Oui, bien sûr. Donc ça aura une saveur qui est toute particulière. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut savoir une chose, c'est que comme je pêche finalement trop peu à mon goût, je n'y vais qu'avec des gens avec qui j'ai vraiment envie d'y aller. D'y être, je comprends. Il est hors de question que je me... Non, mais il est hors de question que moi, pour le coup, c'est pas mon métier, guide de pêche. Bien sûr. Vincent, en fait, lui, il accueille les gens qui réservent chez lui. Alors, il se trouve que bien souvent, ce sont des gens qui sont intéressés, donc intéressants, et que ça se passe bien, c'est pas le problème. Ça, c'est vrai. Mais non, voilà, moi, soit j'y vais seul, soit j'y vais avec des gens que j'aime vraiment. Bien accompagné. Exactement. Voilà. Et juste pour que le moment soit plus intense, tout simplement, et qu'on puisse le partager. Bien sûr. Donc, voilà, quand ça peut être avec Vincent, ça va être avec mon pote Serge, avec qui avec qui j'ai partagé des sessions extraordinaires, mais qui est pas un partenaire de pêche, qui est même pas un partenaire de team, qui est un pote en fait. C'est plus que ça. Il y a beaucoup plus de sens, quoi. Bien sûr. Et
ou Jérôme pour la pêche à la mouche. Oui. Jérôme tu mouches un peu un petit peu. Non, je suis nul. Non, okay. Je débute. C'est quelque chose que je découvre. En fait, je me suis rendu compte que finalement, en habitant sur Paris, et en n'étant pas forcément très très attiré par la scène intramuros, et pourtant, pour sortir. Non, mais bien sûr. En fait, c'est ce que tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Pêcher tout seul au milieu d'un étang sur mon flotte tube. Zéro souci, aucun problème. J'adore ça. Pêcher au milieu des gens dans Paris, quitte à être avec des gens, j'aime autant être avec des gens que je connais. Quoi. Et finalement, j'ai pas pris le temps de faire un groupe soit de saisir les opportunités qui se présentaient parce qu'on me l'a proposé à plein de reprises et puis le boulot faisait que je faisais pas forcément l'effort, soit de les déclencher, mais quitte à arpenter les berges ou les quais de Seine avec du monde autour, j'aime autant le faire bien accompagné. Il faut qu'on trouve une date à l'automne prochain avec grand plaisir. Exactement. Et ça voudra dire que je t'apprécie. Là, c'est cool. On va voir si tu reviens. Non, et pour le coup, je me suis rendu compte que finalement, sortir de Paris pour aller sur les spots que j'aime, c'est partir très très tôt le matin, pour rentrer très tard le soir. Ça sous-entend qu'il faut que je sois autonome, donc que j'ai une voiture, donc il faut que mon épouse qui travaille en système de garde aussi soit là à la maison depuis la veille et le jour J pour que je bénéficie de la voiture. C'est une logistique de dingue. Alors que prendre une canne à mouche dans un sac à dos, prendre le train à la gare Saint-Lazare et partir. Là, je fais mon apprentissage du côté du domaine de Coyol. Ok, d'accord. Accueil juste génial. Et parce que j'ai un ami qui est très souvent là-bas et qui a la gentillesse de me montrer des... C'est un objectif de quarantaine. Je crois que c'est un truc de quarantenaire de se mettre à la mouche. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Pas ça, c'est simplement que dans mon entourage, il y a quelqu'un qui est une sommité, qui est extrêmement bon et extrêmement pédagogue. Oui, Jérôme Servona, dont je parlais, qui fait partie du Fly Casting Lab et qui, lui, a une approche du lancer en tant que pratique, l'acte de lancer, qui pour lui revêt une importance au moins aussi importante que celle d'attraper un poisson. D'accord, ok. Voilà. Tu sais que je peux passer du temps sur les réseaux sociaux, sur des vidéos de mecs qui font des lancers. Je trouve ça c'est les plus belles. C'est les plus belles. Lui, il est juste magnifique à voir, quoi. Mais c'est vraiment hyper agréable. Et comme en plus il est pédagogue, lui, il arriverait. Quand tu parles de magnifique à voir, on parle bien du geste. Lui, on est bien bon. On est bien d'accord. Ouais, tu t'es un peu emballé là. Voilà. Et t'es lourd, toi. Oui, c'est vrai. et donc voilà, juste de me dire je suis capable de partir le matin de chez moi à pied, aller dérouler un petit peu de soie avec le piètre niveau qui est le mien, et attraper néanmoins quelques poissons, passer du bon temps avec mon pote, rentrer chez moi le soir et récupérer les gamins à l'école sans que ça pose de problème. C'est cool. Donc voilà, c'était plus... par praticité aussi, en fait. Exactement, tu vois, plus que par conviction absolue. Et alors, jamais rien ne remplacera pour moi le plaisir que me procure la pêche en bateau ou en flotte, au milieu des bois morts pour pêcher le brochet, parce que c'est vraiment un truc qui me fait vibrer. Mais quitte à sortir des sentiers battus, ou en tout cas de ma zone de confort, la pêche à la mouche, c'est quand même pas c'est pas dégueulasse, c'est vraiment très très sympa. Tu sais que j'ai perdu ma question, c'était quoi ma question de base? Est-ce que je voulais poser la même à Non, mais parce que si tu as perdu ta question de base et que tu comptes sur moi, c'était l'endroit, sachant que toi tu as des notes, c'était l'endroit où un endroit où tu veux retourner pêcher. Et ben voilà, t'as ta question, Vincent, parce qu'il y a un endroit comme ça, tu vois, en France qui est marquant pour toi et où tu as envie d'y aller là. Et en vrai, j'ai envie d'aller pêcher partout principalement, quoi. J'ai pas spécialement envie de retourner à un endroit ou un autre. Où est-ce que tu veux retourner? Attention, c'est ça la question. Ouais, mais là du coup, j'ai pas spécialement envie de retourner quelque part. J'ai plutôt envie d'aller pêcher là où c'est bien, là où ça pêche, et de suivre un peu là où ça m'emmène, quoi. Pas spécialement de retourner à un endroit précis, mais plutôt d'aller découvrir. Tu vois là. Si je te dis, tiens, on prend un contexte. On est fin janvier. Demain, tu vas pêcher. Est-ce que tu aurais envie d'aller où demain? Là, si j'ai envie d'aller pêcher demain, j'ai envie d'aller pêcher soit la Saône, soit la Seine pour pêcher les cendres. Bien sûr. C'est ce que j'ai envie de faire tout de suite. Tu me reposes la même question. Pardon. Putain, on a parlé de persidé. Il est pas bien. Excuse-moi. Mais non, mais parce que c'est un truc que j'ai envie de faire. Tu vois, parce que je pêche le brochet toute l'année, j'adore ça et c'est mon poisson de cœur et c'est ce que je veux faire, pêcher le plus. Mais là, il y a des bonnes conditions pour pêcher les cendres. J'ai envie d'aller pêcher les cendres. Au printemps, j'aurais envie d'aller pêcher les brocs. Quasi toute la partie de l'année, j'ai envie de pêcher des brocs. Sur Orient, à l'automne, il y a des grosses perches. J'ai envie de faire des grosses perches. Tu vois. De quoi il y a ne serait-ce que 1 ou 2 ans,
t'aurais dit ça, je serais tombé de ma chaise. Bah ouais, en parlant des cendres, c'est ça? Mais ouais, parce qu'en fait, c'est l'évolution du truc. Je n'ai rien contre le cendre. Ouais. C'est juste que je suis nul, en fait. Okay, j'en pêche 2 par an parce qu'ils se suicident. Et, non, mais parce qu'en fait, tu t'improvises pas pêcheur de cendre. Non, non, mais toutes les techniques, quelle que soit l'espèce, si tu veux te spécialiser, il faut y aller, quoi. C'est ça aussi le problème des réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, comme on le disait tout à l'heure, t'as que des mecs avec des cendres monstrueux, des brochets monstrueux. Tu suis Gaël, Rémi, Segler, Gaël Even, et t'as l'impression que c'est facile. Sylvain Legendre et puis tous les autres, quoi, tu vois. Ces mecs-là sont des tueurs, quoi. Ils ont passé des heures et des heures et des années au bord de l'eau. Ils ont toutes les techniques actuellement pour l'attraper. Exactement, mais moi, si tu me mets sur la scène pour pêcher un cendre, pour manger, je vais perdre du poids. Ok. Vraiment, je crois. Ouais. Non, tu y arriveras quand même. Mais mais bien sûr. Tu pêches les bordures, tu pêches les amortis. Mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai très peu d'expérience dans le domaine. Et qu'il n'y a encore pas si longtemps, lui sortit des brochets. Même les black bass, il disait que c'était les poissons. Non, ça, les black bass, j'ai pas envie par contre. Ça, c'est clair. Moi, le black bass, ça me fait vibrer aussi. Ouais, pas du tout. Non, mais j'avais pêché tellement en Espagne, si tu veux, que j'ai pas envie de me faire chier à aller pêcher en France pour en attraper, pour galérer en attraper. Faut que ce soit fun la pêche. Bien sûr. Du black bass. Faut que t'en fasses, que ce soit ludique, intéressant, enfin fun. Voilà. Faut de la touche, faut du. Il y a quelques endroits en France qui sont très fun et très ludiques pour attraper le black bass, mais ça demande de faire des longs déplacements, trucs machin. Et quitte à le faire, autant aller le faire à l'étranger, quoi. Ça commence à dévier cette attaque. Merci. Très bien. J'adore. Ouais, un spot à Black, moi pour moi c'est Biscarrosse qui a un souvenir parce que j'ai de la famille là-bas, donc j'y allais tous les ans, tous les étés, machin, et c'est devenu un joli spot pour pêcher parce que ça ressemble un peu au bayou et tout, donc c'est assez cool à pêcher. Si on avait ça ici, peut-être que je pêcherais plus les bass. Mais là, à l'heure actuelle, mais même, tu vois, dans un voyage de pêche, j'ai pas envie d'aller pêcher le black bass. J'irais pêcher des brocs. D'ailleurs, je crois que c'est tout ce que j'ai envie de pêcher en voyage de pêche. Ou de l'exo, et de l'exo, évidemment. Voilà. Mais c'est soit de l'exo, soit des voyages de pêche au brochet. Après, toutes les espèces m'intéressent. Et c'est, voilà, pour revenir à la question, c'est que j'ai pas spécialement envie de retourner en endroit, mais j'ai plutôt envie d'aller pêcher un peu partout et là où ça pêche, et puis même de découvrir d'autres trucs. Quoi. C'est ça vraiment qui. Cool. Une dernière question sur la pêche du moment et d'aujourd'hui, enfin de votre histoire. Votre histoire commune, elle a démarré comment? Comment vous êtes rencontrés en fait tous les deux? J'étais son client. Ah. Okay. J'allais dire de la merde, mais j'ai arrêté. Ouais, c'est très bizarre. J'allais dire quelque chose, mais non. Il était très doué. Il a passé la plus belle soirée de sa vie. J'ai passé un très bon moment grâce à lui. Non, on parlait d'Alban Chaunier tout à l'heure. Oui. Et en discutant avec Alban, il m'avait parlé du moulin à l'époque. Et c'était très intéressé parce qu'en fait, je voulais découvrir ce qu'était le moulin, ce qu'était le guidage, et je voulais faire découvrir à ma femme ce que pouvait être la pêche. La pêche, d'accord. Voilà. Okay. Et je m'étais dit, je vais mettre quand même les moyens. Toutes les chances de mon côté, surtout. Plus que les moyens, toutes les chances de mon côté. Et lui donner accès à la découverte de la pratique, quelque part, mais aussi à la partie hôtellerie, c'est-à-dire l'hébergement tel qu'il était pratiqué, le repas, etc. Tel qu'il est apprécié, voilà. Que ce soit apprécié. Oui, qu'elle puisse apprécier et à la fois la pêche et à la fois l'après-pêche et passer un bon moment. Et passer un bon moment, quoi. Et que ça lui donne pas l'impression que la pêche, ce n'est que... Alors, parce que nous, on va à la pêche en mode... on se prend pas la tête, on mange si on a le temps, et on dit surtout de la merde. Non, mais ce que je veux dire par là, l'idée, c'était de faire ça de façon un petit peu plus élaborée. Et donc, Alban m'avait conseillé d'avoir recours au service de Vincent. Et je m'étais pointé là-bas, donc... Et une fois qu'on a garé la voiture, arrivé dans la cour, en gros, on s'est rendu compte que le seul truc qu'on avait à faire, c'était déjà terminé. Il fallait juste garer sa voiture. Tout le reste, après, on s'occupe de tout, on prend tout en charge. Tout le reste, il s'est occupé, mais de tout, de A à Z. Ça en était presque... Enfin, c'était très surprenant de voir le niveau de professionnalisme. En tout cas, en termes de service. Qui était... donc la rencontre s'est faite là, en fait. C'est la au Moulin Sauvage sur un guidage. Et on a avec tout de suite sympathisé. La première fois, tu es arrivé comme ça en client avec Cathy. On a fait les 2 jours là, de guidage, de trucs, de machin. Après, ils sont rentrés chez eux. Et puis de là, en fait, y a pas eu... on s'est revus, mais on s'est revus au Moulin, et ailleurs, et hors contexte. Mais on a sympathisé tout de suite, comme ça, on a accroché. Mais parce qu'en fait, il y avait... il portait, on parle de Vincent. Tes valeurs en fait, non? Non, et puis il portait une approche de ce qu'était le guidage qui, moi, m'était totalement étrangère. Tu m'aurais demandé à l'époque ce que c'était un guide de pêche. Oui. C'est un mec qui t'accompagne à la pêche, quoi. Bien sûr. Bon, aujourd'hui, grâce à lui, j'ai une vision beaucoup plus claire de ce que c'est ou de ce que ça devrait être. Bien sûr. Parce que je pense que c'est vraiment un métier, à mon sens, qui est
dont on ne sait finalement pas parler. Bien sûr. En général, bien sûr, les initiés connaissent par la force des choses. Mais globalement, tu vas dans un magasin de pêche lambda, tu chopes le premier client qui se pointe, à moins qu'il soit connecté et hyper passionné et que tu demandes ce que c'est qu'un guide de pêche. Ou cite-moi un guide de pêche, il ne va pas savoir, quoi, tu vois. Mais parce que un truc qui serait... Le guidage, par exemple, quand je suis parti aux États-Unis, je suis parti à plusieurs reprises aux États-Unis dans le cadre de mes fonctions chez Florida Fishing. Oui. Quand tu fais appel à un guide là-bas, je veux dire, c'est hyper démocratisé, quoi. Oui, bien sûr. En fait, tout est grand, tu arrives en touriste, donc avec aucune connaissance de quoi que ce soit. Si tu ne prends pas un guide, de toute façon, tu vas te planter. Oui. Et si tu ne te plantes pas, tu vas forcément passer à côté de ce qui aurait pu être... de ce que ça aurait pu être, tu vois. Sûr. Voilà. Et ici, j'ai l'impression que c'est presque un service de luxe. Tu te dis, attends, un guide, mais ça sert à quoi? Je suis assez d'accord. Alors que tu te rends compte que ça décuple mais tellement de choses sur l'eau, que ce soit le gain de temps, que ce soit le partage, etc. Et lui, porter une façon de présenter son métier d'une façon qui m'a vraiment séduit. Marqué, Et accessoirement, au-delà de ça, ça a matché au niveau caractère, ça a matché. Alors, on a des caractères qui sont différents. Mais ça a matché tout de suite. Je crois qu'on a dit de la merde très rapidement. Moi, c'était mieux. C'est un peu dans notre ADN, parce qu'on en a fait en club. De la merde. Et des études aussi. T'as un master, toi en conneries. Mais moi, j'ai un doctorat en merdologie aussi. Et du coup, ça a matché à mort. Et du coup, on s'est vu une fois en tant que client et guide. C'était la dernière fois qu'on s'est vu. Et c'était la dernière. Ok. D'accord. Voilà. Donc, si vous nous écoutez, là, tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à avoir recours au service de Vincent. Soyez très gentils avec lui. C'est fini, vous ne payerez plus jamais. Non, c'était génial. Ça me fait rebondir. J'ai eu une expérience de guidage. J'ai fait une fois du guidage sur Biscarrosse, justement, parce que ça me tenait à cœur, en fait, qu'un lieu qui était un lieu important pour moi, en fait, je puisse le découvrir avec un mec qui s'appelle Alain Devel, qui s'appelle l'Indien, voilà, un peu la référence du lac. Exactement, un peu la référence du lac, et qui était un pote de mon cousin là-bas. On a fait une demi-journée là-bas, et c'était très cool. Il m'a dit, regarde, on va pêcher là. On était dans 5 mètres d'eau. On va pêcher au stick et je vais te faire une perche entre 45 et 50, ce qu'il a fait. À aucun moment, moi, j'aurais pêché cette zone-là au stick ou quoi que ce soit. Donc, c'était super enrichissant pour moi par rapport à l'approche que j'avais du lac. Et il m'a fait découvrir un truc qui m'a marqué. Donc, vous savez, il y a les fameux puits de pétrole sur Bisca. Et en fait, il me dit, viens, tu poses tes cannes. Là, je te montre juste un truc. Il va sur un puits de forage. Il cogne, en fait, avec, je sais plus quoi, avec un truc en métal sur un des poteaux en fait qui tient le puits, et là en fait on voit les cendres monter. Cendres monter autour qui étaient en fait certainement dans 7 ou 8 mètres et qui montent en fait pour voir le son et tout par curiosité. Par curiosité. Et je me suis dit là j'ai en face de moi quelqu'un qui connaît extrêmement bien son lieu. Mais lui il a la réputation en plus d'être très bon pêcheur et simple dans l'approche, parce qu'il n'y a pas un bateau suréquipé comme on a tous, il n'y a pas d'électronique comme il y a partout, il pêche au talent et ça fait encore partie de ces pêcheurs qui ont un truc en fait avec l'eau en fait, la connaissance de l'eau et tout ça. C'était très cool. C'est la réputation qu'il a en tout cas. Pour revenir sur le guidage, ce qui est assez marrant, c'est que en découvrant Vincent, en faisant sa connaissance au départ on a sympathisé, puis après on est devenu amis et plus que ça. Ma vision du guidage en général a changé parce que depuis il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire appel à des guides, mais ça en est presque devenu un acte participatif. Bien sûr, parce que tu as envie que ce métier soit reconnu. Alors déjà parce que j'ai envie de ça, parce que j'ai compris quelle était l'importance de ce truc-là, la portée, le fait que ce soit un très très beau métier et pas un truc aussi simpliste qu'on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire le mec il t'amène à la pêche et il est là tous les jours à la pêche et puis la vie est belle. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je lui laisse ce métier-là, tu vois ce que je veux dire. Mais il l'exerce tellement bien que je sais pas, c'est beau ce que vous dites, hein. non mais globalement, très sincèrement, il exerce tellement bien qu'en fait ce que l'on vit au moment du guidage est plein de sens, on passe un bon moment, on apprend des choses, etc. Donc c'est très très sympa, le partage est génial. Et en fait, reproduire ça avec d'autres guides, surtout si c'est lui qui m'en conseille les services, parce qu'il il est pas avare de compliments avec d'autres. Non, mais bien sûr, parce qu'en fait souvent il n'y a pas de concurrence. Je veux dire, le guide qui guide, là je suis allé il y a peu de temps voir Jimmy Mestrello
Sur le Bourget, on a passé une journée incroyable. Je veux dire, quand Vincent parle de Jimmy, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance et puis avec un discours dithyrambique. Et l'inverse est vrai aussi. Oui, bien sûr. Il faut que ce soit comme ça, en fait. Mais bien sûr. Et puis ce qui est marrant, c'est de voir l'estime que les uns et les autres se portent. Et parce que ils ont tous la même vision de ce que doit être finalement le service associé à ce métier. Et ça rend la chose hyper intéressante. En tout cas, pour tous ceux qui veulent le faire comme un vrai job. Qui veulent le faire comme un vrai métier. Le vrai secret, il est là, en fait. C'est-à-dire que, je ne vais pas catégoriser parce que c'est pas bien, mais tu as des guides qui font ça parce qu'ils ont l'opportunité de le faire, parce qu'ils ont envie. Certains qui arrivent en fin de... comme Cyril, tu vois, des mecs qui arrivent en fin de carrière de militaire, de pompier, de la gendarme, de police. Ah, t'es bientôt à la retraite, mon pote. Dans 44 ans, ça commence à être limite, là, non? Mais tu vois... Je pourrais y être déjà. Et les gars, ils recherchent une reconversion, ils aiment bien la pêche, ils ont d'assurer de toute façon le côté retraite militaire et tout machin. Et ils font du guidage à côté parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils ont envie, tu vois, ils le font bien. Mais ils n'ont pas la même obligation de résultat, on va dire, financière que le mec qui se lance comme moi à 23 ans ou comme d'autres guides que j'ai qui se lancent autour de moi, qui ont maintenant 20 ou 25 ans, qui eux vont le faire aussi comme les autres, mais qui vont le faire encore plus comme un vrai job en se disant mais nous on a des vraies obligations, on doit y aller, il faut qu'on mette les bouchées doubles, il faut qu'on soit bon dans l'accueil, il faut qu'on soit bon dans l'approche, il faut qu'on soit bon dans la pêche, il faut qu'on... Alors toujours, il n'y a pas d'obligation de résultat, mais il y a au moins cette obligation de moyens de dire on va faire les choses bien, du mieux possible, pour pérenniser notre activité et pour pouvoir en vivre. Parce que le vrai secret, c'est d'arriver à en vivre. C'est pas juste c'est pas de faire, c'est pas de vivoter, quoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut le faire comme un vrai métier. Et avec tout le service que ça demande autour. Et forcément, au départ, ça demande à bosser à côté, tu vois. Moi, j'ai des guides qui bossent, avec qui je bosse, que je prends en presta ou quoi, qui commencent et qui sont obligés de bosser un petit peu l'hiver pour pouvoir réussir à tout faire. Mais leur objectif, de développer leur clientèle aussi. Leur objectif final, c'est de laisser tomber ce métier à côté et de vivre que 100% du guidage. Et si tu te lances dans le métier de guide avec cet objectif-là, c'est génial. Mais il faut surtout pas le faire en se disant ce sera une activité complémentaire. Alors, dans certains cas, comme on l'a dit, parce que pourquoi pas. Mais si à 30 ans, on part en se disant on va faire ça en activité complémentaire, le guidage on en fait, mais on fera autre chose à côté. Faut pas le faire dans ce cas-là. Garder la pêche, faut garder la pêche pour soi, avec ses amis, la partager, emmener ses potes, ces trucs, ces machins, si on a envie. Je suis d'accord. Et faire le métier, laisser les guides à ceux qui veulent vraiment devenir guides. Quoi, ça me fait rebondir sur un truc. Moi, je travaille dans une entreprise de soutien scolaire chez Academia, si vous connaissez, et je suis allé un jour regarder un petit peu ce que fait Super Prof. C'est une plateforme en fait d'intermédiation où tu peux trouver des profs dans toutes les matières. Et j'ai trouvé des guides de pêche à Paris. Ah oui, des mecs que je connaissais pas du tout quoi que ce soit, qui genre, je suis pas sûr de la fiabilité du niveau ou quoi que ce soit, quoi, mais c'était drôle de voir ça sur alors après, il n'y a pas de... Tu vois, typiquement, le niveau, quoi, je trouve il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de niveau dans le guidage. Il n'y a pas tel guide est meilleur que tel guide ou quoi. Je pense qu'il y a juste que l'envie de faire. Tout le monde t'as pas besoin d'être un bon pêcheur pour être un bon guide, tu vois, typiquement. Il faut juste avoir envie d'emmener les gars, envie de leur faire attraper du poisson. Envie de transmettre, et même si tu sais pas, même s'il y a des trucs que tu maîtrises pas, c'est pas grave. À partir du moment où tu as cette envie de le faire, c'est déjà super. Et la suite viendra. C'est-à-dire que tu peux commencer en étant, on va dire, petit pêcheur, entre guillemets, tu vois, et progresser au fur et à mesure que tu fais ton... Moi, j'ai commencé, je pêchais pas le carnassier, tu vois, je pêchais la carpe. J'ai commencé à guider des mecs au carnassier qui, je pense que j'en connaissais bien moins qu'eux, quoi. Mais la volonté d'y arriver fait que je me suis investi dans le métier, dans l'envie d'apprendre et tout, pour pouvoir justement être plus performant et transmettre ensuite aux gars les trucs. Donc voilà, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais guide, il y a juste que des guides qui ont envie d'y aller. Et quel que soit leur niveau, on peut passer des très bons moments. Je passe marrer à côté. Si. Non, mais c'était très intéressant. Tu vois, le mauvais guide, il prend le client, il guide. C'est ça, que le bon guide, il prend un client et guide, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, voilà. C'est pas faux, ça. Ok, on clôt le chapitre pêche d'aujourd'hui pour parler de la pêche de demain. Alors la pêche de demain, c'est... on devait y aller, mais... Non, il me fait chier. Alors, très régulièrement, il m'appelle, il me dit, demain on pêche. Non, on ne demande jamais si je suis dispo. Non, demain, quel jour on pêche. Ok. Voilà. Donc je regarde mon planning, donc forcément je lui dis non, c'est pas possible. Et il me dit tu fais chier. Voilà. Et donc il m'avait dit ça avant-hier. Non, c'est faux, je t'avais dit ça il y a 6 mois, mais du coup apparemment tu l'avais oublié. Oui, tu me l'as redit avant-hier.
Ok, donc pêche de demain. La pêche de demain. On a parlé un petit peu des réseaux sociaux. C'est quoi votre regard justement sur les réseaux sociaux et tout ce que font les pêcheurs sur les réseaux? Eh ben c'est super. C'est bizarre cette question, mais Non, pas du tout. Non, l'image des réseaux, l'image de la pêche. Enfin, les réseaux sociaux ont permis de démocratiser la pêche. En fait, d'accord. Avec, il y a eu deux choses qui l'ont démocratisé. Si on parle de la pêche, on va parler de plusieurs aspects. On va dire la pêche à la carpe, elle a vachement démocratisé la pêche en général. Et elle a plus féminisé la pêche que la pêche au carnassier. Entre autres, ouais. Oui, même si c'est en train. C'est féminin. Bien, je crois que c'est ça. Mais non, et même si la pêche au carnassier, il y a de plus en plus de filles qui se mettent à la pêche au carnat aussi et tout ça. Cool. Après, tu as le street fishing qui a vraiment démocratisé, qui a donné un élan supplémentaire à la pêche, comme celui que tu pratiques. Moi, j'habitais le 11e, tu vois, donc j'ai vu Fred et tout ça qui ont monté voilà. Donc ça a vraiment été. Fred a été un élément moteur et même un des premiers, et qui a vraiment donné une vraie énergie à la pêche. Et après, les réseaux sociaux, en fait, ils font que relayer et créer les réseaux sociaux et les vidéos, donner des envies, quoi, tu vois, et faire naître... on en parlait hier, j'ai des pêcheurs qui m'appellent, qui ont personne dans leur famille qui pêche, qui se sont mis à la pêche parce qu'ils ont vu des vidéos YouTube, ils ont appris à pêcher sur YouTube. Et en fait, ils accrochent le truc et à un moment donné, ils se disent, bah tiens, on va prendre un guidage pour aller plus loin dans la démarche. Donc c'est plutôt vertueux. C'est plutôt vertueux, avec ce que peuvent apporter de côté négatif les réseaux sociaux, mais bon, voilà, après... Il faut prendre ce qui est... De toute façon, les réseaux plutôt positif en général. Oui, c'est clair. Ce qu'on veut regarder et ce qu'on en fait, quoi. Moi, tu te promènes sur des réseaux, enfin sur des pages Facebook ou sur des trucs où c'est toujours clash, bagarre, tu regardes les commentaires, t'es là, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Quel niveau. Et à côté de ça, on a des pages Facebook tous les deux, ou Insta ou quoi, depuis longtemps maintenant, sur lesquelles finalement t'as jamais... t'as jamais de commentaires, parce que si t'es pas trop incisif, normalement, puis après, t'as des commentaires, des amis, des photos qui vont avec ce que tu représentes, tout simplement. Donc, si t'as envie de clasher, tu vas sur les trucs de clash. Si t'as envie de rechercher quelque chose de plus normal, on va dire, bah, tu je appelle à la généralité, mais regarder des vidéos de pêche à la mouche, c'est vraiment kiffant, quoi. Enfin, c'est juste. Ça, c'est la plus belle vidéo quand même. En plus, elles sont particulièrement bien faites, surtout celles qui viennent des États-Unis, Patagonia, tout ça. Après, il faut reconnaître qu'il y a un niveau. La mouche, elle porte quelque chose d'un petit peu classe, si tu veux, et d'assez noble finalement. Même si elle reste accessible à tout le monde. C'est pas aussi compliqué que ce qu'on veut bien l'entendre. Je me mets des freins, moi, tu vois, sur le matériel et tout ça, alors qu'en fait, je pense que c'est assez simple. La mouche, c'est presque plus simple des fois que la pêche au lancer, sincèrement. Alors, j'ai pêché à la mouche, mais je pêchais à la vraie mouche, moi, à l'époque. On chopait des mouches, on faisait avec des asticots des mouches, on pêchait les ablettes comme ça dans le courant, c'était canon. Et non, mais c'est vrai qu'en fait, elle a cette image, à tort sans doute, d'un truc un petit peu inaccessible, un peu élitiste, si tu veux. Et donc, forcément, ça filtre. Qu'on le veuille ou non. Ça filtre ceux qui regardent et exactement. La pêche au leurre est tellement, surtout la pêche au leurre, en tout cas, puisque nous, c'est ce qui nous intéresse le plus et qu'on regarde le plus sur les réseaux. Elle a été effectivement démocratisée. Tu as toutes les tranches d'âge, toutes les classes sociales. Enfin, je veux dire. Je suis d'accord. Et du coup, c'est un formidable vecteur d'unité à ce niveau-là. Sauf que la contrepartie, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi. Je suis d'accord. Faut faire un peu le souci des réseaux, c'est ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme, c'est le fait de donner la parole à des gens. Enfin, ça donne la parole à des gens. Des gens donnent leur avis sur des domaines dans lesquels ils n'ont aucune compétence reconnue. Bien sûr. La pêche, c'est la LCisation ou la BFisation. Exactement. La pêche n'échappe pas à cette espèce de tendance, et il y a toujours un mec plus malin que les autres pour étaler sa science. Tu peux me redire le mot que tu as sorti là? L'ultra-crépidarianisme. Ah non, mais t'as vu, j'ai même parlé. Bon. Là, j'étais dépassé, là. J'étais parti ailleurs. C'est le fait de donner son avis sur un sujet pour lequel on n'a aucune connaissance reconnue, aucune compétence reconnue en tout cas. Mais c'est valable dans tous les domaines, en fait. Oui, bien sûr. Et on a ça du coup aussi qui arrive sur la pêche. Dans la pêche. Alors, ça fait un peu pompeux de parler d'étaler sa science, et c'est pas ça le problème, mais tu as des gens qui n'existent qu'à travers la critique de l'autre. Voilà. Et pour ça, les réseaux, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Les mecs s'éclatent. Bien sûr. Et sauf qu'en fait, ça rend les choses très indigestes. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur certaines conversations ou certains échanges qui pourraient être intéressants, tu as toujours un gars qui arrive avec ses gros sabots et qui étale sa science, ou qui remet en cause ce qui s'est passé, ou qui est dans la critique plutôt que dans l'accompagnement, notamment pour les débutants, ou qui va... Alors, entre celui qui s'emballe totalement et qui ment ouvertement sur sa publication, et celui qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, la mettra en doute, sa publication. Enfin,
c'est un peu fatigant. Et nous, alors, ça fait un peu vieux con de dire ça. Nous, on se détache assez naturellement de ce genre de choses. Il y a peu de recul par rapport à ça. Et effectivement, il y a encore des supports sur lesquels c'est assez classe. C'est pour ça que je te disais que les réseaux sont ce qu'on en fait. Nous, on s'en sert aussi à des fins de communication pour les marques qu'on représente. Bien sûr. Même pro pour le guidage et tout ça. Bien sûr. À plus forte raison, Vincent. Évidemment. Et nous, pour le coup, dans l'immense majorité des cas, il n'y a aucun conflit, il n'y a aucune... non, parce qu'en fait, on a une façon de présenter les choses qui est finalement relativement simple. Saine et simple. Et en fait, alors, Vincent, c'est un peu particulier, c'est son métier. Donc, en fait, quelque part, il engage sa marque, son image. D'accord. L'image, moi, beaucoup moins. Si demain je coupe Facebook et Instagram, ça ne m'empêchera pas de manger à la fin du mois. Ça, c'est sûr. Il n'empêche que, et pour lui et pour moi, ce n'est que de la pêche. C'est-à-dire qu'on ne va pas révolutionner l'humanité, a priori. Tous les conflits qui l'entourent sont des conflits passionnés, donc forcément on a l'impression que c'est extrêmement important. Ça n'est souvent pas tant que ça. Donc si, il y a des conversations qui ont attrait soit à l'écologie, soit à la pollution, qui sont des sujets préoccupants, évidemment. Mais pour l'immense majorité des gens qui prennent part aux conversations, c'est pas grave. Et pour autant, ça vomit en permanence. C'est clair. Et c'est un petit peu particulier, quoi. Et c'est assez rigolo de voir certaines personnes faire preuve d'une certaine retenue par rapport à ça, alors qu'ils ont alors que ces éléments-là, ou alors qu'ils ont une incidence. Je veux dire, t'es guide de pêche, tu prends part à une discussion sur l'organisation de la pêche en France, etc. Parce que c'est ton gagne-pain, et puis voilà. Bon, à la rigueur, tu aurais toute légitimité à avoir voix en fait au chapitre. Et puis à partager ton expérience, etc. Mais quand la conversation elle est un petit peu biaisée, ou en tout cas polluée par des gars qui sont là juste pour critiquer sans rien apporter, puis sans chercher un échange plus sain et construit, next, on passe à autre chose. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je suis d'accord. Donc prenez les bonnes choses sur les réseaux sociaux, il y a des très bonnes choses à voir. Il y a plein de bons contenus, plein de bons youtubeurs, plein de bonnes vidéos de marques, plein. Il y a des trucs. Faut juste faire le tri. Très quali. Et le conseil qu'on peut donner finalement, c'est que quand quelque chose te plaît pas, tu passes à autre chose. C'est clair. C'est hyper fatigant en fait. Et le lien que je veux faire avec l'autre question, c'est la compétition en France. Est-ce que vous regardez de la compète sur YouTube? Est-ce que vous mangez un peu de vidéos sur... Moi, c'est très très récent. Ok. D'accord. Tu Pareil regardes quoi aussi. Alors, j'ai regardé le FC Fight. Le FC Fight. Mais là, c'est très récent. Oui, tu n'as pas suivi ce truc. Non, pas du tout. Et je me suis tapé tous les trucs en accéléré parce que je trouvais que c'était quand même assez bien gaulé. Oui, clairement. En fait, ça m'a toujours fait un petit peu sourire la compétition en France, dans le sens où, alors, je suivais un petit peu les résumés sur la presse papier à l'époque de la FCPL, etc. Et c'était là relativement intéressant. Après, j'ai décroché, mais totalement. Parce que, alors c'est mon humble avis qui n'intéresse pas grand monde d'autres que moi. Tu peux donner. Mais je trouvais que ça n'avait pas trop de sens, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait personne, sur les... toujours actuellement, malheureusement. Oui, mais en fait, dans l'immense majorité des cas, regarde, là tout à l'heure on parlait des champions de France, etc. Mais très sincèrement, si tu demandes à des pêcheurs même passionnés, qui sont les 5 derniers champions de France, mais personne ne le sait en fait. Mais parce que peut-être, mais tu vois, même moi, j'aurais pas un nom comme ça de sortir. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que personne ne le connaît. Il y a des gens dont le nom résonne parce que ils ont fait des choses à côté ou parce qu'ils sont présents sur les réseaux, etc. Si tu compares aux États-Unis, où c'est mais c'est même pas un sujet. On ne peut pas comparer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, la compétition n'intéresse que les gens qui s'inscrivent aux compétitions. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de communication. Non. Voilà. Et là, ce que j'ai apprécié dans le FC Fight, alors, c'est... forcément, c'est fait avec des gens qui ont déjà une certaine notoriété, donc ça aide sans doute. Mais c'est fait par des professionnels, par quelqu'un qui vient du monde de l'audiovisuel. C'est hyper bien tourné, c'est hyper bien monté. Oui, c'est fun, tu décroches pas. Même si ça mord pas beaucoup, comme dans celui sur les perches. Sur les perches sur Bisca, mais tu décroches pas quand même. Ouais, je suis d'accord. Tu restes, tu regardes parce que c'est monté de manière à ce que tu n'aies pas envie de lâcher. C'est clair. Et donc, en fait, ça revêt un format
très pro. Oui. C'est ça qui manque très très souvent dans la pêche en France. Qui arrive du coup grâce à uniquement grâce à la vidéo et tout ça. Grâce à la vidéo. Alors attention, après c'est pas de la vidéo, que tu fais avec ta GoPro chez toi. Non, il y a des moyens qui sont mis en œuvre et tout ça. Il y a des gros moyens, ça se voit tout de suite. Il y a des gens qui sont crédibles, ça se voit tout de suite. Alors accessoirement, nous, en plus, comme on est un petit peu du milieu, machin, oui, tu vois. Et qu'on connaît les gens, oui, machin, il y a ce côté, tiens, je vais voir mon pote. Oui, bien sûr. Tu vois, bien je veux dire, Mais au-delà de ça, et je comprends totalement l'engouement qui tourne autour de ça, parce qu'au-delà de ça, même pour ceux qui ne connaissent pas les participants, qui les côtoient pas, ou qui ne les ont même jamais vus, le format est hyper intéressant. Donc, voilà, il y a aussi des gens très crédibles dans l'organisation de la compète championnat de France, FFPS, sauf que il est impossible, ils n'arrivent pas à le mettre en avant, quoi. Bah non, bien sûr. C'est-à-dire que les personnes qui font ces compètes là, c'est bien, alors si JB et puis Nicolas là, qui ont gagné le championnat de France, eux ils sont connus parce que c'est des bons pêcheurs. JB il travaille pour des marques bien et sûr. Tout ça, donc forcément quand tu es pêcheur tu les identifies mais les autres compétiteurs du circuit, beaucoup d'autres compétiteurs du circuit, on ne sait pas qui c'est et tout, alors que tout le monde va connaître, dans le milieu des pêcheurs, beaucoup de personnes vont connaître Pierre Monjaret, tu vois, grâce au FC Fight et tout ça, au Fly versus Jerk et tout ça, pardon. D'autres, comme des mecs comme Rémi Segler et tout ça, qui étaient déjà connus aussi avant, mais qui là ont pris encore une autre dimension avec le FC Fight, avec les émissions de David et tout ça. Voilà, ces vidéos, elles permettent de donner une autre image de la pêche, une autre image de la compétition et de pousser les gars vers le haut et de faire adhérer des pêcheurs à ça et de créer toute une belle dynamique et tout ça. Il y a un truc qui est assez parlant et il faut y voir aucun manque de respect parce qu'en fait sur ces compétitions-là, et le championnat de France tel qu'il a eu lieu, c'était en Normandie il me semble. Tu vois, nous on fait partie du milieu. Moi je suis à peine capable de te dire où ça s'est passé, tu vois. Je trouve que les compétiteurs de pêche au coup sont quasiment plus représentés. Tu vois, mieux, quand tu es un pêcheur au coup, tu connais Alexandre Godin, tu connais en fait les mecs, parce que tu vois, tu as vraiment une fédération qui amène vers l'élite. Pour la mouche, c'est une vraie sélection. Pour la mouche, c'est de plus en plus vrai. Non, mais là, en plus, si on parle de la pêche au coup, il y a une vraie sélection qui part du niveau local, départemental, régional, national et championnat. Il y a eu des essais dans la pêche au carnassier. Voilà, après, moi, j'en parlerai pas, tu en as très bien parlé. Parce que je me penche pas assez sur le truc, la compète. T'as fait un peu dans non, pas du tout. J'en ferai. Moi, c'est pareil. Je veux bien faire de la compète, mais de la compète à l'étranger, tu vois, des grosses compètes sur des vrais trucs. Là, la compète actuellement, ça demande beaucoup de temps, de pré-fishing, plus le temps de la compète et tout, pour finalement. Aucun enjeu. Très peu d'enjeux. Et moi, mon job, c'est d'emmener des gens à la pêche et de bosser le week-end quand il y a les compètes. Donc déjà, les deux sont pas associables. Ça marche pas. Donc la compète, je la regarde de loin. J'aime bien regarder les vidéos, comme certaines vidéos. Ça fait pas longtemps que je le fais non plus et j'ai pas beaucoup de temps de le faire. Je le fais un peu l'hiver. Parce que j'aime bien le voir pour regarder les paysages, là où ça pêche, les techniques qu'ils mettent en place, leur stratégie, leur truc, leur machin. Et quand c'est bien foutu, quoi. Et quand c'est agréable à regarder. Et voilà, mais... Tu parlais, tout à l'heure, Cyril, tu parlais justement des US, même si rien n'est comparable, on est bien d'accord. Qui est plus connu qu'un pêcheur aux US qu'un compétiteur dans la pêche? Personne en fait. C'est parce qu'il a gagné en fait les championnats. Les pêcheurs US les plus connus sont les compétiteurs. Bien sûr. Tout simplement. Voilà. C'est la vraie différence entre. C'est la vraie différence. Nous, les pêcheurs les plus connus sont ceux qui ont réussi à se frayer un chemin dans le milieu de la pêche, milieu un petit peu obscur parfois. Et franchement, ceux qu'on met en avant aujourd'hui dans le cadre des émissions telles qu'on a pu en parler précédemment sont à mon sens à leur place. Je veux dire, la plupart ce sont d'excellents pêcheurs qui ont oublié d'être cons, qui ont vraiment qui ont roulé leur boss et qui ont fait des trucs archi quali dans le milieu. Et eux, ont réussi à force de persévérance, de sérieux, et puis en perçant dans ce milieu-là, que ce soit commercialement ou techniquement, à accéder finalement à une place qu'ils ont volé à personne, quelque part, mais qui les met sur le devant de la scène, là où les compétiteurs restent dans l'ombre. Yes. Mais c'est quand même c'est un beau vecteur, la compète, en France, via le circuit FFPS, et ça va avancer. Je pense qu'à un moment donné, ça avancera d'une manière ou d'une autre. Il va falloir qu'ils trouvent une solution. C'est bien. Et après, moi, j'en ai pas fait, je vais pas juger, mais. Yes. Après, c'est forcément
je peux comprendre que les pêcheurs qui vont à la confrontation sur des dates comme ça, c'est forcément un vecteur de progression. C'est vecteur de progression pour le pratiquant en lui-même, c'est juste tu passes de là à là en peu de temps, quoi, ça c'est clair. Et sur le plan local, enfin, les compétiteurs qui ont l'habitude de s'affronter entre guillemets les week-ends, etc., ils trouvent sans doute un intérêt, puisque c'est pas ce qu'il y a à la clé qui peut les motiver. Donc voilà. Le seul truc qui manque, c'est de rendre la chose attractive pour le public. Je suis d'accord. C'est tout. Parce qu'après, les gars, eux, ils sont pour rien pour le coup. Eux, ils s'inscrivent sur les compétitions qui sont à leur portée. Ils sont souvent très bons en plus. Non, mais en plus, ils sont souvent très bons, sans doute. Mais très bons, mais inconnus. C'est ça. Alors que ils devraient être mis en avant, parce que si les mecs sont vraiment des stars, voilà quoi. Et ça, on sait pas faire ça. On sait pas faire ça. Avant de terminer, juste terminer là-dessus sur la compétition, moi j'en ai pas fait. Le seul truc auquel j'ai participé, c'est ce que faisait Fred à Paris en fait, les gros Open où il y avait l'Open FTF et tout ça. C'était cool. Au-delà de la compétition, c'était un moment de. Ça c'était un rassemblement. C'était un état d'esprit en plus. Exactement. C'était très très cool. Dernière question avant de conclure. On va essayer d'élargir un petit peu nos horizons. Un endroit où vous n'avez jamais pêché tous les deux, que vous voudriez pêcher tous les deux dans le futur. Attends, est-ce qu'ils vont être raccord ou pas? Moi, je sais quelle espèce déjà. Et... Exo ou pas exo? Ouais, et je pense qu'on va être raccord, sauf que je peux pas y aller. Tu vas aller pêcher des carangues? Non. En exo? Non, en exo, enfin à l'étranger. Ok, il veut pêcher des peacocks? Ouais. En Colombie. On est raccord, mais on va aller au Brésil. Oui, on va au Brésil parce que je peux pas aller en Colombie. Dans 1 an et demi, on y retournera en Colombie. Voilà, problème résolu, c'est cet endroit. D'accord. Non, on doit aller au Brésil l'année prochaine. Mais moi, je rêvais de faire ça en Colombie. Le souci, c'est que par rapport à mon statut militaire, la situation géopolitique là-bas me permet pas d'y aller. La zone, elle est un peu tricard. Mais en tout cas, voilà. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour toi. Non, elle est pas trop. Moi j'y suis allé là il y a 2 ans, au moment où en plus ça partait pas bien, où le Venezuela éclatait et tout ça. À aucun moment tu te sens en insécurité, tu vois. Tu vas pêcher dans la jungle, tout va bien. Bogota. Guidé du coup? Ouais, guidé bien sûr. Enfin je dis pas les guider, j'y suis allé pour moi. Et comment à Bogota, c'est un peu comme si tu te promènes à Paris. Et tu vas à Bogota centre-ville, c'est comme tu allais sur les champs, il se passe rien. Quand tu vas un peu sur les côtés, tu vas pas tout seul, surtout si tu es européen quoi. Et voilà, mais par contre, effectivement, si tu regardes sur la carte, c'est liste rouge et toutes les personnes qui font des métiers comme Cyril peuvent pas se déplacer comme ça. Il peut y aller, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que s'il y a un problème, il va être vraiment très embêté. Oui, je comprends. Donc je joue Quand pas. tu représentes l'État, tu peux pas faire ce que tu veux. Je joue pas. Et du coup, on s'est rabattu sur le Brésil, mais toujours pour le peacock. Et donc ça va être... Ce poisson. Mon Dieu. T'as déjà pris du coup? C'est mortel. C'est juste. Tu les pêches à quoi pour finir là-dessus? Plastico. Et alors il faudra bien prendre des fifis. Tout petit comme ça. Du mystique, tu te rappelles? Mystique, magnifique. Non, au leurre dur, beaucoup au leurre dur, spinner, bucktail jig, et puis leurre de surface quand ça veut bien jouer. Quand ça veut monter quoi. Voilà. C'est pas tout le temps malheureusement, mais il y a une attaque de peacock en surface. C'est quelque chose. Ouais, c'est bien, ça fait de l'adrénaline, comme on dit. Yes. Bon, j'étais très très content de partager ce moment avec vous. C'était cool franchement de connaître votre histoire, de connaître vos souvenirs, de comprendre un peu ce qui fait que vous êtes des pêcheurs passionnés aujourd'hui. On a vu la complicité, on l'a vu à travers tout ce que, notamment à travers les chocobons. Mais c'est drôle parce que je trouve qu'on développe vachement de complicité. Moi j'ai un binôme aussi avec lequel on était potes d'enfance et puis on a fait nos études, on s'est un peu perdu et puis on s'est retrouvés autour de la pêche et là c'est le mec. Non mais ça crée beaucoup la pêche, forts, bien sûr. Ça crée des trucs forts. Et puis on peut partir sur une journée, mais il y a aussi tous ces trips où tu pars sur 2-3 jours, une semaine ou plus, tu vois. Et ça aide vraiment à créer les liens. On s'est fait un voyage de pêche en France. On s'est fait un voyage de pêche en France. Parce qu'on passe toujours à l'étranger. Mais... Oui, bien sûr, vous êtes allé où? Rien, on est resté chez nous. On est allé pêcher pendant 6 jours. On est parti pendant 6 jours. Le camp de base, c'était le moulin. Le camp de base, c'était le moulin. Et tous les jours, on partait. On avait pris un rayon de 1 heure autour du moulin. Et tous les jours, nouveau spot. Tous les jours, nouveau spot. Et on s'était dit, ça sera un voyage de pêche d'une semaine chez nous. France. Mais en France, mais puis à côté de la maison pour le coup. Et on s'était dit, l'idée c'est de faire en mode voyage de pêche, c'est-à-dire
pas de problème de course, pas de problème de l'école des enfants, etc. Donc on s'est arrangé, nous, une pour bulle, être dans une bulle et pas être pollué par le quotidien, comme si on était à l'étranger finalement. Donc j'avais posé des vacances, etc. Bah, lui aussi du reste. Et on a cartonné. Vous avez kiffé et cartonné. Mais oui, parce qu'il y a vraiment... C'est là qu'on s'est rendu compte, alors lui il le sait parce qu'il le pratique tous les jours, mais qu'on s'est rendu compte que des fois il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour cartonner, il faut juste se donner les moyens ce temps-là en fait. Ce temps-là. Puis c'est comme tout, on a tout ce qu'il faut au pied de la maison, tu vois, on va toujours chercher loin ce qu'on a à côté. Après, aller chercher loin, c'est bien pour le dépaysement, la culture, le truc, le machin. Mais c'est surtout, l'idée, c'était surtout de se dire, on n'associe pas assez la France à une terre de pêche, tu vois. Que ce soit à travers les magazines ou à travers les discussions, on a tout de suite l'idée d'aller pêcher en Espagne, en Irlande, en Suède, et tout ça, mais on n'a pas l'idée de se faire un voyage de pêche en France, alors que finalement, la France, elle a beaucoup d'avantages pour la pêche et elle a rien à envier à plein d'autres destinations européennes qui sont Moi, j'ai fait des 4-5 jours, j'ai fait des 4-5 jours comme ça 2 fois avec mon binôme là, on a fait le Lot. Incroyable. Sur 4... On n'a pas vu un bateau pendant une semaine. Non mais c'est ça. Et en plus de ça, quand tu choisis bien tes destinations en France et tout, tu peux te retrouver sur des endroits d'exception avec du poisson et personne. Parce que quand tu vas en Irlande, en Suède, aux Pays-Bas ou en Espagne, tu te retrouves avec des dizaines de bateaux et avec tes voisins. En plus qui sont tes potes quoi. Bien sûr, c'est sûr. Mais le Lot canon et puis pareil Bisca 4-5 jours comme ça et sur une semaine en fait t'as pas tant de monde que ça, c'était très très cool à pêcher. Non c'est cool. Et ça on l'oublie c'est pas qu'on l'oublie mais on arrive là, on va pas partir sur la fédération de pêche sinon on n'a pas terminé mais tu vois et pareil c'est pas assez mis en avant, on sait pas se vendre en fait, on sait pas vendre la pêche en France, on sait vendre la pêche en France localement pour vendre des cartes de pêche mais on sait pas dire la France est un pays de pêche en exactement. fait. C'était une belle conclusion ça. Je fais pas beaucoup parce que je suis pas très bon dans les réseaux sociaux tout ça mais j'espère que vous avez kiffé la vidéo et que commentez il faut liker c'est ça non et liker, partager, s'abonner à ta page, la liker et la partager quoi. Et identifier. Allez faire des guidages chez Vincent en tout cas. Avec grand plaisir. Ce sera une bonne expérience pour tous. Si j'y suis pas. Ouais si t'y es pas évidemment. Ce sera ce sera encore plus rigolo. Merci les gars. Merci à toi. Merci beaucoup. Ok. C'est cool. À plus. À bientôt.